tous et à toutes, merci d'être présents. Donc nous accueillons ce soir Anne Desmians, qui est très connue à Strasbourg pour ses réalisations des tours Black Swan, donc dans le quartier du bassin d'Austerlitz, mais pas seulement. Anne Desmians est représentative des femmes architectes, notamment parce que vous aviez été... vous avez reçu le prix des femmes architectes en 2016, je crois que c'était à l'Arsenal. Hein. Alors, entre autres, vous êtes aussi membre de l'Académie d'architecture. Vous avez donc une production de très grande qualité et importante, à la fois en logement et en équipement, avec un concept de... Alors c'est l'IDI, les immeubles à destination indéterminée. Donc vous allez nous expliquer tout ça avec cette idée d'une forme de mutation possible, en fait, des bâtiments, enfin d'une temporalité de l'architecture et d'une mutation possible, et également d'un rapport très important et très riche avec l'espace public. Et je crois que dans les Black Swan, on le voit bien, parce qu'il y a à la fois une prise en compte de la géographie du lieu, une certaine, je dirais, sobriété aussi dans l'architecture, une retenue, mais en même temps une vraie prise en compte du paysage et du paysage de la ville, enfin, en l'occurrence dans ce quartier. Vous avez pas mal de projets à Nancy aussi en cours, notamment la restauration, enfin l'extension, la restauration des thermes de Nancy, qui sont au sein d'un parc. Donc vous avez aussi un rapport très intéressé et privilégié avec le construit, avec l'existant. Et donc c'est ce que je vais vous laisser montrer ce soir. Juste un petit mot, quand j'étais au ministère, donc on m'avait demandé de préparer des éléments de langage pour le prix de la femme architecte, donc c'était peut-être à ce moment-là. Ah oui. Et c'est vrai que je me disais, dans le fond, pourquoi marquer, enfin, pourquoi faire des distinctions entre les hommes et les femmes. Ça me paraissait au début un petit peu un exercice un peu artificiel, mais en même temps, donc je m'étais quand même penché sur la question, et notamment j'avais remarqué que les albums de la jeune architecture, il y avait beaucoup moins de femmes aujourd'hui qu'à l'époque où moi je les avais eues. Il y a beaucoup de couples, oui. Mais, et puis alors il y a toujours cette question qu'on a plus d'étudiants, on a 60% d'étudiantes, 40% d'étudiants dans les écoles, et la proportion s'inverse très largement après le diplôme. Donc il y a quand même une vraie question, C'est vrai que le prix de la femme pose une question, c'est que même dans les années qui ont suivi, on m'a demandé dans le jury, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas tant de femmes qui sont seules à la tête d'une agence, oui. On va dire, qui est en capacité de faire des projets, on va dire, qui font avancer la réflexion. Oui. C'est pas suffisant. Hein. Armez-vous toutes et... Là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'arc-bouter, ça va venir naturellement. Il y avait une très belle expo à Metz, au Metz Pompidou, sur les couples modernes, notamment, alors pas seulement les architectes, mais enfin, entre autres, quand même, les couples d'architectes. Et on voyait que souvent, dans ces cas-là, la femme était souvent un peu en arrière-plan, alors que souvent, c'était elle qui menait un peu le duo. Mais c'était une très belle expo. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, cette introduction me va bien parce que effectivement, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je ne sais pas si on... Oui, parfait. C'est tout à fait un peu dans l'état d'esprit de mon intervention, parce que j'aurais pu consacrer cette intervention à présenter mes réalisations, chose que je vais faire à titre d'illustration, mais avec très peu d'exemples, parce que je voulais plutôt vous donner une vision militante de mon travail d'architecte à travers quelques projets. Parce qu'il me semble important aujourd'hui que les architectes réinvestissent le champ des idées et l'engagement citoyen pour contribuer à faire que notre environnement de demain soit en tout cas préservé, mais encore amélioré. Ça, il y a beaucoup à faire. Et donc, comme toile de fond, l'actualité écologique a complètement modifié, vous en êtes aperçu, notre rapport au monde.
notamment avec l'apparition récente et massive de l'hypercommunication liée à l'Internet, qui a modifié en profondeur en fait nos rapports avec l'évolution de nos échanges, et d'autre part, qui est un autre point, phénomène qui se passe en parallèle, la population sur Terre augmente et nous consommons chaque année beaucoup plus que la Terre n'est en capacité de produire. Donc là, il y a quand même une interpellation qui nous amène à se dire comment penser la ville de demain pour la rendre plus adaptable et plus souple aux évolutions futures. Donc, cette intervention est un début de réponse, un tout début de réponse que je propose, et de penser qu'une ville doit être mutable avec des immeubles que j'ai appelés pas tout à fait finis. Donc, depuis 2010, je participe à un groupe de travail qui s'appelle le RBR 2020-2050. C'est une commission Philippe Pelletier qui est missionnée par le ministère de l'écologie, de l'énergie, de l'aménagement du territoire pour proposer en fait des solutions afin que les bâtiments soient plus responsables et que l'énergie soit mieux gérée sur le territoire. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de sortir un peu de cette globalisation des réglementations qui sont identiques sur l'ensemble du territoire français, alors qu'on a, comme vous le savez, un climat extrêmement différent dans le sud et dans le nord. Et les représentants de ce groupe, c'est assez intéressant, sont des représentants publics, donc La Poste, EDF, CSTB, puis beaucoup d'autres, et privés comme Bouygues, Crédit Agricole. Ils sont tous de grands acteurs et de grands décideurs de l'acte de construire. Moi, je suis la seule architecte dans ce groupement, et en fait, il m'a été demandé de faire une contribution. Et j'ai rédigé en 2018 un texte qui s'appelle Embarquement immédiat, d'où le titre. Et j'ai articulé mon argumentaire en fait sur 5 points principaux. Tout d'abord, zéro carbone. Le premier point, zéro carbone, c'est-à-dire comment faire des bâtiments moins émissifs en carbone. Ça, je pense que c'est un grand enjeu dans les années et décennies qui viennent pour préserver la biodiversité de nos territoires. Le deuxième point, c'est la réversibilité des espaces, parce qu'à l'échelle de la ville, pour éviter de gangréner en fait les territoires, il faut imaginer comment la ville va pouvoir se renouveler sur elle-même, pour faire face notamment, on va dire, à ces rythmes économiques qui sont de plus en plus courts. Donc en fait, on a parfois beaucoup besoin de logements, parfois beaucoup besoin de bureaux, et à chaque fois, il y a des millions de mètres carrés de bâtiments qui sont vides. Je crois qu'en Ile-de-France, c'est autour de 3,5 millions, et dans les autres régions, avec toute proportion gardée, ça doit être aussi catastrophique. Donc, le troisième point serait les 3 échelles, parce que je pense qu'une action efficace, en fait, sur tout ce qui est environnemental, ne peut se faire sans une sorte de vision complémentaire entre l'immeuble, le quartier et le territoire. En fait, quand vous concevez un bâtiment, il est forcément dans un écosystème, quel qu'il soit, et donc d'arriver à intégrer en fait ce qui en fait sa substantifique moelle et ce qui pourrait intéresser en fait à faire qu'il perdure dans le temps et qu'il soit utile, rend indissociable cette lecture de ces 3 échelles. Donc nous sommes aujourd'hui un peu dans ce partage plus ou moins généralisé de ces 3 points. On devrait, il me semble, à minima à chaque fois appliquer ces 3 postulats quand on pense la ville de demain ou chaque bâtiment. Et néanmoins, quand on est architecte, on est toujours amené à aller plus loin que ces 3 points. Bon, ça serait déjà beaucoup que ça soit appliqué, mais en fait, ce que je propose de considérer, c'est que c'est qu'une étape pour intégrer la construction dans une analyse territoriale et européenne. Donc c'est d'où le 4e et 5e point. On peut constater que la France, a donc des caractéristiques climatiques extrêmement variées, riches, comme au nord il y a beaucoup de pluie, au sud il y a beaucoup de soleil, à l'est beaucoup de vent, et en fait une interpellation, ça serait de dire il faudrait favoriser en fait les échanges en agissant sur l'ensemble des aspects d'une ville durable, connectée, pour stimuler la compétition interrégionale, en fait ce qui se passe très bien en Suisse et dans quelques autres pays dans le monde, pour mettre en place de nouveaux modèles, et là en l'occurrence, en profitant en fait de cette
ces caractéristiques de notre territoire, on ferait un nouveau modèle français. Et pourquoi pas. Et le 5e point, c'est l'idée. Donc c'est un peu c'est l'idée de faire un institut pour le développement d'un environnement évolutif. Ce serait un institut qui centraliserait toutes les informations régionales pour favoriser un développement adapté aux caractéristiques climatiques et industrielles de chaque région, ce qui permettrait d'avoir un peu toute cette préoccupation des potentialités plus fines à développer pour chaque région. Donc le premier point, zéro carbone. Il se trouve qu'en 2008, j'ai été lauréate d'un concours lancé par EDF pour répondre à la question suivante. Comment arriver à diminuer l'impact en fait, de la construction dans l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? On sait que le bâtiment contribue à plus de 40% en fait, dans cette émission. Et l'enjeu de ce concours était de proposer un nouveau modèle en fait, de construction qui contribuerait à changer en fait, les habitudes qu'on a aujourd'hui, qui sont assez, on va dire, qui contribuent à cette émission. Et donc ma proposition s'est faite en 4 grands paramètres. D'abord, on le sait, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas la forme pure du carbone, c'est le diamant. La forme impure, c'est le dioxyde de carbone. Et pour trouver une identité architecturale, j'ai trouvé quand même plus sympathique de prendre le diamant. Donc ça, c'est pour la forme. Et puis après, il y avait, comme c'est la scénarisation se passait plutôt dans le sud, j'ai fait un bâtiment pas trop épais, avec des larges ouvertures au sud, des plus petites ouvertures au nord, et en fait, par la différence thermique, ça crée un flux d'air, donc j'ai réinventé le courant d'air. Mais souvent, vous savez, de penser la construction avec des dimensions passives et simples, déjà, c'est une partie du chemin qui est fait. Le 3e point, c'était de tenter d'appliquer en fait une découverte qu'a fait un chercheur japonais en 2008 sur la photosynthèse artificielle à partir du dioxyde de manganèse. C'est-à-dire que le dioxyde de manganèse est capable de faire la photosynthèse, c'est-à-dire transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Et l'idée était donc d'appliquer le dioxyde de manganèse sur le parement pour que, simplement par l'action conjuguée du soleil et de la pluie, cette photosynthèse puisse faire qu'un bâtiment, au lieu d'émettre du dioxyde de carbone, il émettrait de l'oxygène, ce qui serait plutôt sympathique. Et puis le 4e point, qui est pour partie fait, mais pas assez souvent et pas assez sérieusement fait, c'est l'analyse de cycle de vie des matériaux, c'est-à-dire considérer le choix des matériaux en considérant l'énergie nécessaire à sa fabrication, à sa maintenance et à la façon dont on doit pour le recycler, c'est-à-dire pour éventuellement en refaire un autre bâtiment. Quelle énergie est nécessaire? Donc l'ensemble de ces bonnes idées, en fait, peuvent contribuer à faire les choses, et on sait que c'est jamais une idée en fait qui va tout d'un coup tout révolutionner. Mais moi, je pense que en fait l'esthétique, la démonstration, c'est de dire c'est qu'il n'y avait pas une forme a priori que j'ai réfléchi avant de traiter le sujet, c'est-à-dire que l'idée est liée à l'addition en fait de toutes ces propositions. Donc il peut y avoir un point de départ en fait qui serait de se poser ce type de questions, et l'esthétique en fait du bâtiment en découlerait. Le 2e point, ça serait donc la réversibilité. J'ai considéré en fait la réversibilité des espaces comme le point de départ d'une nouvelle esthétique également, parce qu'il s'agit en fait d'additionner et pas considérer en fait que chaque élément domestique qui constitue la ville a des caractéristiques et ne pourrait pas être compatible à d'autres. C'est-à-dire qu'un bon bureau ou des bons logements, c'est avoir une belle lumière, pouvoir éventuellement profiter de balcons, avoir de la hauteur. Et donc la problématique en fait sur cette question de la réversibilité, c'était l'idée d'additionner des qualités et pour autant peut-être de soustraire des coûts, parce que avec une sorte de foisonnement en fait de ces spécificités, au lieu de dissocier en fait l'esthétique de chacun des éléments comme on va le voir, on peut upgrader en fait la qualité constructive. Et effectivement, en 2017, j'ai déposé avec ICAD
un label qui s'appelle Immeuble à destination indéterminée, qui reprend certaines caractéristiques du projet des Black Swan que je vais vous présenter dans l'un de mes 3 exemples. Le troisième point, c'est la complémentarité des échelles. Donc en fait, cette complémentarité pour moi est indissociable d'une réflexion sur la production d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on pense bâtiment dans un quartier, dans un territoire. Donc les illustrations que je vais vous montrer illustrent cette nécessité ou cette caractéristique indispensable pour être dans une logique en fait attentive à notre territoire. Le 4e point, ça serait donc les échanges responsables. Moi, je pense que face à tous les enjeux énergétiques à travers le monde, moi, je trouve qu'on est souvent assez, on va dire, un peu en dedans en France. On dit toujours le modèle suisse ou le modèle japonais, etc. Moi, je dirais pourquoi pas le modèle français, qui émergerait sur sa capacité à réorganiser, la capacité à générer en fait des autonomies énergétiques sur notre territoire par des échanges en fait mieux gérés et plus responsables. Et donc pour agir efficacement, je proposais donc les idées qui développeraient utilement ces échanges responsables. Donc 4 instituts qui seraient mis dans 4 territoires avec des conditions climatiques peut-être plus marquées. Et ça serait des banques de données à disposition de membres choisis dans des branches professionnelles surtout très différentes. Moi, je crois beaucoup à la transversalité des savoirs. Ça serait par exemple des gens qui seraient capables de faire la planification ou de l'environnement, de la politique, paysage, économie, l'énergie, sciences, philosophie, architecture. Et on s'aperçoit que souvent les maires sont assez isolés en fait dans leur capacité à décider. Et là, ils auraient en fait à disposition des collectivités ou toutes les collectivités territoriales pourraient avoir bénéficié en fait de toutes ces banques de données. Par exemple, cette idée, cet institut pour le développement d'un environnement évolutif serait en capacité d'absorber toutes les énergies créatives des écoles d'architecture, des architectes, pour le transmettre en fait comme base de réflexion sur tous ces grands décideurs. Alors, 3 grands points, 3 projets en fait pour illustrer ce propos. Donc les Black Swan en fait plus pour illustrer le propos sur la réversibilité des espaces. Les dunes, en fait, on va dire, si j'essaye d'associer chacun un point, mais en fait, même si tous le traitent avec plus ou moins d'acuité, les dunes, en fait, ça serait plutôt un bâtiment paysage comme mise en espace des nouvelles façons de travailler à l'ère du numérique. C'est un bâtiment paysage qui assume, en fait, la complémentarité des échelles entre un bâtiment, un quartier et un territoire. Vous le verrez, c'est un bâtiment assez grand. Et puis après, le projet de Porte d'Auteuil, qui est un projet qui se veut extrêmement exigeant en fait, dans son dispositif urbain, constructif, pour être comment dire, peu émissif en carbone. Donc les Black Swan, je vais vous présenter le projet des Black Swan que j'ai construit ici à Strasbourg et que je dois en partie à Éric Chandéroscry, ici présent, en partie, je dis parce qu'il m'a permis d'être parmi les concurrents, qui était un grand concours européen qui avait été lancé maintenant il y a 5 ans, où il y avait MVRDV, Saarbrücken, Gugger, Jacques Ferrier. Moi j'avais participé à ce concours alors que je travaillais sur la Poste du Louvre de Paris, qui est un bâtiment qui est absolument remarquable en fait, qui date de 1895, et Julien Gadet avait déjà dans sa pensée rationaliste pensé à cette question de la transformation possible d'un bâtiment. Donc c'était tout en travaillant sur la Poste du Louvre, j'ai travaillé sur ce projet et je pensais faire un projet théorique qui n'aurait pas eu en fait l'écho qu'il a eu.
Et comme quoi, en fait, je pense qu'il ne faut jamais s'empêcher de rêver et quelquefois des projets théoriques deviennent réalité. Donc c'est un projet vertueux parce qu'il est déjà à la base, en fait, une reconversion. Bon, là, on ne construit pas sur des terres vierges. C'est un ancien site industriel, donc la presqu'île Malraux, que je pense que vous connaissez tous, qui est un ancien site industriel et qui avait en fait un peu coupé le centre de Strasbourg du Neudorf pendant quelques décennies. Donc c'est un morceau de ville de 30 000 m² que j'ai eu à construire. Et l'opération sera terminée en janvier 2019 pour la troisième tour rouge là, que je suis en train d'achever. Donc le projet, il articule il articule en fait la presqu'île Malraux, donc cet ancien site industriel, et assume en fait une sorte d'agrafe urbaine avec l'écoquartier du quartier Danube qui est en train de se réaliser. Mais surtout, il crée en fait une sorte de lien entre le presqu'île Malraux. Et, enfin, il assume en fait la volonté en fait que développe la ville de Strasbourg de créer une sorte d'axe économique entre Strasbourg et la ville de Kiel. Alors, ce projet, il est tout sauf une accumulation de prouesses architecturales qui se voulait effectivement le signe de la mixité. Moi, il me semble que d'avoir des expressions parfois architecturales, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion sur la recherche architecturale, mais il me semble que quelquefois cette surenchère en fait dans l'expression architecturale dans des bâtiments domestiques fige en fait dans une durée en fait qui n'est pas celle de l'évolution de la ville, l'expression d'un bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer en fait une architecture en fait qui assumait une certaine en fait homogénéité, mais vous verrez qui n'empêche pas une certaine diversité dans les résolutions techniques et constructives. Donc c'est un projet. Puis après, il y a une autre problématique en fait qui a fait que cette opération, je pense, fonctionne très bien, c'est qu'il y a déjà la proximité du tramway qui fait que ce quartier, il est d'ores et déjà, il a un rapport au territoire en fait qui est pleinement assumé et ça c'est quelque chose qui a fait que même si ce morceau de ville a assumé en fait la nécessité de relier en fait cet ancien site industriel vers en fait de nouveaux quartiers par justement comme on le voit en fait sur ce petit schéma en fait des passages visuels, des percées visuelles qui n'empêchaient pas des vues lointaines. La question en fait du fait qu'un quartier soit desservi avant qu'il ne soit terminé a grandement facilité l'essor en fait des commerces et des différents services qui ont pu être installés grâce à l'échelle d'un projet qui a une sorte de capacité en fait. Tout d'un coup il y a quand même 30 000 m², je pense c'est à peu près 800 à 1000 personnes en fait qui viennent, donc ça veut dire tout d'un coup une possibilité de créer des services qui sont très bien relayés quand il y a des transports en commun, comme c'est le cas ici. Donc c'est une opération mixte de logements étudiants, de résidences-services, de bureaux. À l'origine, il y avait des bureaux, comme on le verra, ça a changé. Donc, et un hôtel. Et le programme, il a changé à plus de 50% entre le moment du concours et sa réalisation. C'est pour vous dire à quel point cette question, en fait, vous avez imaginé si j'avais fait une tour absolument exceptionnelle sur les bureaux, bah, ça serait des bureaux qu'on essaierait de reconvertir en logement. Donc, je pense que là, il y a vraiment une question qui a une acuité, en fait, depuis, on va dire, quelques années, qui a du sens de se poser ce genre de questions. Donc, c'est quoi les caractéristiques de cette réversibilité ? C'est considérer que, en fait, ce qui dissocie souvent un programme de logement, de bureaux, d'hôtels, etc., c'est en général, c'est la trame structurelle
qui, pour des raisons absolument qui m'ont toujours paru obscures, en fait, sont les trames qui permettent d'être le plus efficace possible pour les porter. Or, enfin, moi, j'ai toujours fait la démonstration que ça n'a absolument aucun sens, que la question, en fait, de ces trames structurelles, elles sont à chaque fois, c'est un des paramètres de la construction, mais c'est absolument pas une règle. C'est vrai que dans les bureaux ça persiste, donc la fameuse trame de la mètre 35, ou en tout cas là, toujours est-il que moi j'ai pris le risque de faire une trame universelle sur les logements, les bureaux et les résidences-services, et ICAD en a vu l'intérêt, parce que effectivement il y avait aussi un rapport en fait avec, parce que le concours, j'ai oublié de le dire, il a été lancé par ICAD et la ville de Strasbourg, donc il y avait toujours un peu cette, on va dire, cette négociation normale entre un promoteur privé qui est chargé de faire une belle opération pleine d'innovation et une ville qui est chargée de défendre la qualité des espaces publics. Ce qui s'est passé sur cette opération, c'est-à-dire que une fois que j'étais lauréate, la ville a toujours été là à mes côtés, en même temps que le promoteur avait toujours ses soucis d'avoir cet équilibre économique. Donc il y avait toujours en jeu, c'est comment occuper au mieux ces bâtiments pour arriver à faire que cette péréquation de qualité constructive et d'espace public puisse s'installer dans la durée. Donc la question de la flexibilité, elle était, enfin moi ça me va très bien, complètement en parallèle avec la question de c'est quoi faire un espace public qui rende ce rôle en fait pour des décennies, c'est-à-dire son intégrité, et comment faire aussi en sorte que les promoteurs trouvent une économie gratifiante. Moi cette année j'ai été au MIPIM, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le MIPIM c'est une grande rencontre en fait de l'immobilier, et j'étais accompagnée de mon promoteur ICAD, et qui a dit que pour lui c'était une opération où il a gagné beaucoup d'argent. Donc quand on arrive à faire une opération où le promoteur considère qu'il gagne beaucoup d'argent, l'espace public est préservé, et en plus on propose en fait quelque chose qui peut s'appliquer sur d'autres projets, en fait là c'est là où on va dire on est obligé de faire sauter certains verrous. Donc la trame, après l'autre élément, c'est-à-dire que c'est tous les points porteurs, les dessertes verticales sont au centre, donc c'est les éléments porteurs au centre, et la façade est porteuse, ce qui permet de déplacer à tout moment les cloisonnements qui ne sont pas porteurs. Le troisième élément, c'est les coursives qui viennent lasser en fait l'ensemble du bâtiment, et qui est pour moi un élément qui peut paraître comme ça en plus. En fait, il n'est pas en plus, c'est ce qui permet, on va dire, quand c'est des bureaux, c'est d'avoir des coursives d'entretien, et quand c'est des logements, c'est des balcons. Mais en l'occurrence, ça demande aucune transformation de la façade, et surtout, moi personnellement, je trouve qu'un logement est réussi, c'est quand il propose des espaces extérieurs, et trop souvent, on a des logements sans espace extérieur. Moi personnellement, je trouve ça criminel, mais pour autant, il y a en fait un rapport en fait entre l'usage d'un logement et l'espace public qui est souvent abîmé parce que les gens ont tendance à stocker des choses sur leur balcon. Donc c'est pour ça que j'ai mis en fait des brise-soleil et enfin les brise-soleil sont plutôt pour réguler la lumière, mais additionner le brise-soleil plus le garde-corps, ça permet par un effet de contre... on peut l'imaginer, hein, quand on est en bas, on ne peut pas voir en fait ce qui se passe dans ces balcons courts ou larges avec des loggias. Là on voit en fait les trois plans avec leur configuration, alors que le programme a changé à plus de 50%. Ici on devine en fait les plans des tours qui se décalent les unes par rapport aux autres pour ne pas se porter ombre mutuellement. Donc toujours, je considère qu'un projet c'est une addition en fait d'attention. Ce qui, en fait, là, ce qui est, en fait, donc, dans les caractéristiques pour permettre en fait le passage d'une occupation de bureau,
notamment là on voit c'est le plan de bureau en partie haute, et là en bas c'est les logements. C'est que j'expliquais qu'en fait les circulations sont plutôt au centre, mais elles auront en fait dans le noyau, il y aura des mesures conservatoires en fait, des gaines en fait, qui permettront de passer d'une réglementation à l'autre. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des réglementations des enfumages qui sont différentes et de sécurité entre bureaux et logements. Bon, c'est des règles qu'on essaye de faire évoluer, mais on est encore en fait tributaire en fait de cette différenciation malheureusement de ces régulations. Donc les noyaux avec des mesures conservatoires. Et puis donc ce qui fait que quand on change en fait l'un pour l'autre, comme vous le voyez, là il y a juste les cloisons qui changent, mais la façade ne change en rien, et il peut y avoir les dimensionnements en fait des locaux techniques n'ont pas évolué, et ça sera juste les terminaux, ce qui s'appelle les plafonds, qui pourront évoluer. Mais dans le cas du logement, quand ça devient du logement, forcément, ça permet de bénéficier d'une hauteur supplémentaire. Donc l'occupation entre d'un bureau à un logement, ça en fait des bâtiments réversibles, et qui dit réversibilité dit en fait longévité en fait de la valeur locative, c'est-à-dire que un bâtiment qui a cette possibilité-là, il a une potentialité de vie plus longue, mais par contre il faut aussi le faire en fait plus résistant au vieillissement. Donc ça c'est le corollaire en fait de cette on va dire volonté, ce qui à mon avis est justement un prétexte vertueux, c'est-à-dire que dans la mesure où on génère en fait une valorisation plus grande dans la durée, on est capacité de mettre plus de valeur dans la construction, et ça peut être une façon de prendre prétexte pour reprendre la main en tant qu'architecte sur la qualité constructive. Parce que, on va dire, on le voit trop souvent, pour des questions d'équilibre entre la construction et la vente, il y a une sorte de fatalité, en fait, notamment dans le logement, à ce qu'il y ait forcément de l'enduit, à ce que ce soit forcément moyennement construit. Et je pense que, en fait, là, ce projet, il cherche à faire la démonstration qu'on peut reprendre la main sur cette qualité, notamment en jouant, en fait, bon, moi ça a été le parti pris, mais il y a plein d'autres façons de le faire, sur une certaine répétitivité de certains éléments qui seraient complètement adaptés donc à ces différents usages, mais qui par l'effet de série permet d'avoir une finition qui est plus grande. Notamment, vous voyez, ces éléments-là, ils ont été pensés au boulon près, et ce qui fait qu'au moment en fait, de la mise en œuvre, ça permet de bien pouvoir planifier le temps de mise en œuvre, ça permet d'avoir une qualité d'exécution proche en fait, des processus industriels qui ont plutôt lieu dans les fabrications de voitures, et pour autant, cette fabrication, ce processus industriel, il est la synthèse initiale d'une identité architecturale liée à un site, liée en fait à une péréquation en fait des contraintes climatiques et cette volonté d'installer dans la durée le projet. Donc c'est pas, on va dire, du moins, c'est plutôt du plus, simplement lié après au fait que, du fait de cette répétition, j'ai pu rentrer dans l'enveloppe économique en mettant une structure extérieure en aluminium et avec un clos couvert qui est également en aluminium thermolaqué, et ce qui assure globalement, forcément, un bâtiment beaucoup plus pérenne que s'il était en enduit. Et surtout, je ne différencie pas les qualités de matière, qui sont souvent très différentes dans la qualité des bureaux, de celle des logements. Parce que, forcément, les logements et les bureaux ne se louent pas ou ne se vendent pas au même prix. L'autre élément, c'est qu'en fait, j'ai installé, comme on le voit ici, un brise-soleil mobile qui permet de répondre à un certain confort, un peu comme des vêtements en fait, qu'on a un peu comme des couches supplémentaires, et qui permet de réguler en fait, d'une façon
passive et naturelle l'apport de température qu'on peut avoir dans un bâtiment. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, et comme il fait assez chaud en été hein, à Strasbourg, ça peut permettre d'éviter l'apport trop direct du soleil, ou en hiver, on le relève et on bénéficie en fait de l'apport gratuit du soleil. Donc là, on voit en fait cette interface en fait que ça génère entre l'intérieur et l'extérieur, la possibilité donc de gérer l'intimité d'un logement, de réguler en fait l'apport thermique. L'autre élément qui a permis aussi de réguler l'inertie thermique du bâtiment, c'est l'épaisseur. Autant je disais tout à l'heure, quand on est dans le sud, il vaut mieux faire des bâtiments peu épais, favoriser le courant d'air. Dans le nord, moi je joue plutôt sur une épaisseur plus grande et avec une isolation par l'extérieur, ce qui contribue à faire, on va dire, des bons, comment dire, coussins thermiques. Après, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée aussi, dans cette question de cette adaptation à l'évolution des usages, c'est très important. Bon, là, ça a été un petit peu une bataille, mais qui a trouvé écho apparemment pour des raisons heureusement commerciales. C'est que le rez-de-chaussée, comme vous voyez, il est en double hauteur. Forcément, c'est autant de mètres carrés en moins potentiellement à vendre ou à louer. Mais en fait, ça a une vertu, c'est que ça permet une adaptabilité plus grande à tous les services ou commerces. Et à chaque fois, ça génère des espaces beaucoup plus élégants. Et ça avait une autre vertu aussi, c'était de pouvoir avoir des mezzanines, qui pouvaient être parfois des mezzanines techniques pour les commerces, un peu comme on le voit dans beaucoup de villes, pour trouver un peu cette flexibilité des commerces. Et là, on voit sur la gauche les logements qui sont en double hauteur. Et pourquoi pas. En fait, traditionnellement, autrefois, les logements avaient des beaux halls. Donc là, c'est l'idée de revaloriser aussi la question de l'accès des logements. Au centre, on voit le projet là, qui est presque terminé, la tour rouge est en train d'être terminée. Au moment, donc il y a là, c'est assez récemment, et l'image de droite, c'était au moment de l'esquisse. Donc on voit, alors que le projet, il a changé à plus de 50% en termes de programmation, qu'il n'a pas tant évolué que ça. Donc voilà, donc là c'était des photos de l'hiver dernier du projet. Donc là, le Oco c'est une marque d'hôtel qui s'est installée. Un rez-de-chaussée, je crois qu'il y a un magasin de lunettes. À côté, il y a une résidence étudiante. Là, c'est un des accès au logement. Donc là, c'est différentes configurations de hall, hein, et à chaque fois, cette question... alors, on m'a souvent interrogé pourquoi ce projet noir et pourquoi cette configuration. Quand j'étais arrivée sur le site, moi j'avais été frappée en fait par l'eau, évidemment, c'est magnifique, et puis la densité du nombre de signes. Et puis en parallèle, j'avais vu le film de Nathalie Portman, les Black Swan. Tout ça faisant, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de complicité à travailler sur la dimension romantique du site et l'écriture de ce projet. Et en fait, c'est pas noir, c'est du noir teinté de bleu, comme on peut le voir. Même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, en fait, on le voit, cette coloration est toujours présente et contribue, on va dire, d'une manière passive à faire que, quel que soit l'éclairage, en fait, il y a toujours en fait un travail sur la profondeur en fait dans la perception des bâtiments, qui fait que il n'y a pas forcément besoin toujours d'une gesticulation en fait formelle pour avoir des perceptions changeantes en fait sur un bâtiment. Donc là, alors là, on voit en fait, il y a une certaine proximité entre les bâtiments. Moi, je me suis attachée à jamais fournir de coupe pendant les phases d'études, parce que je pense qu'on m'aurait empêché en fait de construire le bâtiment, parce que quelquefois la densité fait peur. Moi, je trouve que souvent c'est une qualité. Et d'ailleurs, Eric me disait, il y a une atmosphère new-yorkaise en fait dans ces Black Swan.
Je pense que quelquefois la question de la proximité, si elle est écrite avec attention sur la hiérarchie en fait des usages, le rez-de-chaussée, les étages, est pas du tout forcément négative. Donc ce projet, il est pour moi conforme avec les 3 points d'embarquement immédiat. Donc ces bâtiments qui sont peu émissifs en carbone par la qualité des matériaux qui ne demanderont pas beaucoup d'entretien. Donc on l'a vu, ces bâtiments sont réversibles. Donc les évolutions donc anticipées ne pénaliseront pas en fait la qualité des espaces publics, puisque en fait je vous expliquais en quoi la façade permet en fait cette élégance en fait de paravent en fait par rapport et puis les Black Swan, ils intègrent donc la question des 3 échelles par l'échelle de la domesticité fonctionnelle qui rentre en résonance donc avec un quartier anciennement industriel, donc par son identité architecturale. Il contribue à faire renaître des usages en fait de mixité, alors même que on est dans des lieux en fait qui avaient tendance à être soit monofonctionnels, industriels ou résidentiels. Et si ce bâtiment est lié à un procès générique dans sa conception, il est en même temps une réponse complètement attachée à son contexte industriel et romantique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait dupliquer en fait son process, c'est-à-dire sa méthode, les immeubles à destination indéterminée. Par contre, pour moi, on ne peut pas dupliquer sa résolution formelle. Parce qu'on m'a souvent dit, ouais, vous allez faire des Black Swan partout. Absolument pas. Moi, je trouve que il peut y avoir une sorte de méthodologie en fait de réflexion sur les paramètres à résoudre, mais on ne pourra pas avoir toujours en tant qu'architecte à résoudre ce rapport un peu magique avec un site, c'est-à-dire cette dimension à la fois poétique et romantique. Et donc les Black Swan sont complètement attachés en fait au bassin et à ses signes. Voilà. Et ce qui importe aujourd'hui, en fait, c'est bien de proposer en fait des immeubles qui, bien que pouvant paraître achevés, ne sont pas tout à fait finis et sont capables en fait à des ajustements. Donc j'en ai parlé, la question programmatique, mais je pense que même on pourrait aller plus loin avec des additions et des transformations qui permettraient en fait, en considérant que en fait un bâtiment est un embasement sur lequel il pourrait y avoir des hybridations, c'est-à-dire qu'on pourrait soit par simplement des modifications en fait de cloisonnement ou par des additions volumétriques faire évoluer encore la perception de ces bâtiments. Ça serait des hybridations que je pense qu'il faudrait maîtriser mais qui seraient souhaitables d'imaginer. Donc là, ça serait peut-être les Black Swan en 2038. Je vais passer maintenant au deuxième projet que j'ai réalisé donc en 2017, qui est un projet que j'ai réalisé pour la Société Générale, qui est un bâtiment de 100 000 m². Et toute l'histoire en fait de ce projet, il consiste à juxtaposer en fait 2 grandes problématiques. D'une part, il s'agissait de recréer un univers cohérent dans un contexte urbain à Val-de-Fontenay, qui n'est urbainement pas un contexte très structuré. Et d'autre part, il s'agissait de concevoir, en fait ça c'était la demande première, des espaces adaptés aux nouveaux rythmes de travail, capables de répondre à toutes les configurations présentes et futures, sachant que la Société Générale, au moment où ils me l'ont demandé, c'est-à-dire en 2012, on lançait un concours international où la question était de comment accompagner la rupture managériale liée à l'arrivée du numérique. En 2012, la Société Générale n'avait pas encore fait cette mutation. Alors ce que j'ai préféré faire, c'est dans ma composition générale sur ce site, c'est des constructions linéaires, comme on le voit ici, qui s'arrêteraient aux limites en fait du site.
c'est un bâtiment paysage en fait par sa constitution qui forme en fait 3 plis. C'est comme des vallons en fait plantés et qui permettaient de créer une sorte d'univers en fait qui avait sa propre logique. Dans la mesure où, je le rappelle, le contexte n'était pas extrêmement structurant. Enfin, je ne pouvais pas m'appuyer dessus. Donc les jardins sont orientés nord-sud, tandis que les bâtiments, en fait, et ce qui permet de valoriser en fait chaque mètre carré, sont orientés est-ouest. Donc le terrain, il est en fait pas très grand. Enfin, il faisait 23 000 mètres carrés, enfin il fait 23 000 mètres carrés, et j'avais 100 000 mètres carrés à faire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plissé en fait le terrain, la feuille, et j'ai considéré en fait que je crée 3 ondes en fait qui contribuent à générer la potentialité des surfaces. Donc c'est un dispositif simple, mais quelquefois des idées simples en fait permettent de trouver une résonance. Et donc en fait ce bâtiment, je le considère en fait avec 3 grandes strates. Donc il y a une strate haute qui représente près de 75 000 m² de surface libre, qui émerge au-dessus du sol. Et les espaces situés dans la superstructure en fait, se présentent pas seulement comme des simples bureaux, parce qu'aujourd'hui on est au flex office qui a tout bousculé et qui notamment n'importe qui peut utiliser n'importe quel bureau. En fait, ça marche par grande direction quand même, parce que notamment la Société Générale a déplacé 9 directions, mais à l'intérieur de ces grands plateaux, chacun peut s'installer un peu librement. Et donc tout l'enjeu de l'architecture, c'est de remettre de la convivialité dans ces nouveaux espaces. Après, il y avait une strate intermédiaire qui était de plein pied avec le RER et qui est desservie par une sorte de grande rue extérieure et qui relie ces différents bâtiments d'est en ouest. Ah ben là j'ai... Oui, c'est plutôt ça. Et donc ça c'est donc la strate intermédiaire en fait qui est donc une rue extérieure et la particularité de l'architecture des dunes, ça a été de faciliter en fait la visibilité du déplacement. Bien que en fait, on ne peut pas appréhender en fait l'ensemble du bâtiment d'un seul regard parce que c'est très très grand. On peut, par des transparences successives, passer d'une placette à l'autre, de jardin que j'ai essayé de faire calme, apaisant, et par des transparences. Après, en dessous de cette rue extérieure, on a une rue qui est couverte par cette rue et qui dessert également 15 000 m² d'espace partagé et qui constitue une strate basse et qui abrite l'ensemble de ces lieux qui seront amenés à être des éléments mis à contribution pour l'ensemble des utilisateurs du site. C'est-à-dire qu'ils seront dans une disposition moins classique, c'est-à-dire c'est des amphithéâtres, des restaurants, mais qui pourront être utilisés comme des espaces de rencontre, des espaces partagés, des espaces d'innovation. Et ces 2 strates sont reliées en fait par des grands atriums. Et toute l'obsession a toujours été d'arriver à avoir cette covisibilité entre ces grands espaces de rencontre. Donc vraiment, l'originalité du projet, c'est de donner à voir le déplacement. Pour moi, c'est le corollaire de la question du numérique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit les gens se déplacer, on est beaucoup plus déjà dans une sorte de rapport de proximité que ne permet pas forcément les tours. En fait, notamment la Société Générale a quelques tours à la Défense. Et ils s'aperçoivent que, en fait, ils n'arrivent pas à faire rencontrer les différentes directions. Alors, depuis qu'ils sont sur ce site, ces 6000 personnes, toutes ces directions sont beaucoup plus en lien. On voit ici l'entrée, le pavillon d'accueil, que j'ai voulu lui-même, en fait, extrêmement transparent,
en fait, toujours dans cette idée d'appréhender, en fait, comment dire, par l'orientation nord-sud, on se repère toujours. C'est-à-dire qu'on arrive dans le hall d'accueil, on peut soit aller dans la rue basse ou dans la rue haute. Et on est dans une possibilité d'avoir toujours un rapport entre les deux strates par cette complémentarité des échelles que génèrent en fait ces patios. L'originalité, en fait, ou plutôt la simplicité géométrique du dispositif, elle n'empêche absolument pas, en fait, la variation des perceptions. Et j'irais même quelquefois, plus on arrive à simplifier, en fait, le dispositif, plus on peut, juste par quelques variations, créer, en fait, des situations extrêmement différentes. Notamment, le paysage ici est cadré par des bâtiments en fait qui sont celles de la grande échelle, en fait des bâtiments de près de 160 mètres de long, c'est ceux-là. Hein. Et puis en même temps, on a ces petits patios qui en fait sont porteurs d'une échelle plus petite, mais enfin bon, ils font quand même 10 mètres par 50 mètres de long, mais ça génère en fait une sorte de coexistence de deux grandes échelles. Donc là, par exemple, on est dans la strate en fait des espaces partagés, avec toujours la possibilité de sentir en fait le rapport à l'extérieur. J'ai toujours voulu avoir une sorte d'ambiguïté entre intérieur et extérieur, et que ce soit dans la strate haute, la strate intermédiaire, ou même comme on va le voir dans la strate haute, on est toujours en rapport avec le paysage. Parce qu'aujourd'hui, les espaces de travail sont des moments de travail en fait qui se sont un peu étendus en termes de durée, mais qui doivent passer assez facilement d'une période de travail intense à des périodes de détente. En fait, c'est un peu toutes les problématiques que se posent dans les bureaux, les nouveaux bureaux. Et donc pour ce faire, en fait, moi j'ai eu la chance de gagner ce concours déjà d'une part, donc j'avais la responsabilité d'en faire l'architecture, et de fil en aiguille, la Société Générale m'a donné la coordination en fait de tous les espaces intérieurs, ce qui est assez rare en fait dans ce genre de grands équipements, et du coup j'ai proposé de travailler avec des personnes qui sont absolument remarquables. C'est Pascal Cribier qui malheureusement aujourd'hui n'est plus parmi nous, mais qui est un immense paysagiste et qui a travaillé un peu sur ce paysage, en fait ces jardins un peu artificiels puisqu'ils sont à chaque fois sur des dalles. Mais quand on va sur place, si vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez, on n'a pas du tout ce sentiment-là. Après, j'ai travaillé avec Rudy Bord en fait sur la question de la signalétique. Il a travaillé en fait sur une sorte. Rudy Bord en fait c'est quelqu'un qui a travaillé sur tout le graphisme de Beaubourg et qui est toujours dans l'apport de sens en fait sur la question en fait du langage. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de mettre en fait tous les grands pays où se trouvait travailler la Société Générale, il y a eu en fait un travail en fait sur le graphisme, sur le texte que Rudy Bord a apporté, donc une sorte de couche en fait plus littéraire en fait par rapport à une situation où on traite plus des grandes considérations financières. Et la troisième personne aussi avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est Christophe Pillet, pour tout l'agencement des espaces intérieurs. Il y a eu quelques meubles qu'il a fait sur mesure pour créer en fait justement cette complémentarité entre le mobilier intérieur et extérieur, qui pouvait passer de l'intérieur à l'extérieur d'ailleurs. Voilà, donc travailler sur le graphisme. Donc voilà, la mise un peu en image. Là, c'est pas en image parce que on ne sait jamais avec les images à l'heure actuelle. Là, on est vraiment dans le bâtiment construit. Donc on est dans le pavillon d'entrée. On descend, comme je vous l'ai dit, de la strate intermédiaire à la strate basse. Toujours en fait, donc on a deux rez-de-chaussée. Ce travail en fait sur la possibilité d'avoir dans une rue beaucoup d'espaces différents. Donc là, on voit les accès au restaurant, à des cafétérias, et toujours éclairé avec sur des patios intérieurs. Donc même les amphis ont été faits de telle sorte qu'ils soient toujours mobiles,
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un grand amphi de 350 places, mais un amphi de 250 places qui était relayé par 2 amphis de 100 places qui étaient éventuellement mis en duplex. Enfin, chaque mètre carré a été pensé pour être utilisé dans la journée et sur l'année, beaucoup plus que ces grands, on va dire, ces grands espaces d'habitude qui sont un peu laissés vides, quoi. Alors, donc là, c'était vraiment toute la question des usages. Là encore, comme sur les Black Swan, se pose la question du détail de façade. Pour moi, la façade, c'est toujours une interface inédite, donc à chaque fois à revisiter avec l'intérieur, lui-même modifié vraiment d'une manière considérable par l'arrivée du numérique. Parce que nos façons de travailler forcément sont différentes. On a à la fois besoin de moins de lumière, mais toujours une qualité de lumière. Je pense que la question de cette mesure a été un élément extrêmement structurant pour la réponse sur ce bâtiment. Donc moi j'ai joué un peu sur comme je vous l'ai expliqué, les bâtiments sont est-ouest, donc avec des lames verticales est-ouest, ça marche très bien, puisque du coup, ça protège d'une façon assez passive et naturelle des arrivées de lumière en fait, trop directes, en fait, des rayons lumineux. Dans le clos couvert intérieur, on a une paroi d'aluminium anodisée brillante. Donc j'ai joué entre le contraste en fait, du clos couvert intérieur, la matité extérieure, et ce qui crée en fait, cette profondeur de la façade. Là encore, j'ai travaillé sur la question en fait, de la maîtrise en fait, de la construction de quelques détails particuliers. Donc ici, c'est des balcons qui se trouvent à différents endroits en superstructure et qui sont en prolongement d'une cafétéria, c'est-à-dire que toujours à tous les étages, il y a la possibilité d'avoir des espaces en fait, de détente, et ces espaces de détente, ils donnent sur l'extérieur. Enfin, moi, ce qui me paraît indispensable, c'est pouvoir voir loin, voilà. J'étais tout à l'heure avec Michel Devine qui me disait, Michel Devine qui est paysagiste, qui me disait « je ne peux pas me mettre face à un mur, j'ai besoin de voir loin, voir de la lumière ». Je pense que c'est quelque chose qui, en fait, ce projet défend d'une manière permanente, c'est toujours être à la fois dans des espaces construits, ventilés, mais toujours dans une sorte d'aménité sur la possibilité de sortir. Donc il y a ces détails de façade qui sont extrêmement précis dans leur dessin et qui, parce qu'il y a un certain effet de masse, alors que bon, l'économie du projet, en fait, les banquiers sont très, on va dire, attentifs à être dans le prix du marché, donc c'est un projet dans le prix du marché, on a réussi à faire cette double épaisseur, en fait, qui contribue à la qualité thermique du projet. Là, en l'occurrence, c'est le pied de façade qui réceptionne en fait toute la façade de lame de bois, avec un pied qui est dessiné de telle façon qu'il intègre en fait toutes l'éclairement en fait du parvis, qui assure l'écoulement des eaux. Voilà, donc c'est un peu je pense un bâtiment, c'est une accumulation d'attention, et puis c'est pas forcément indissociable d'une matérialité. En l'occurrence, j'ai voulu intégrer en fait dans ce bâtiment parce qu'il y avait cette idée de rendre plus humain en fait la question d'une rupture managériale liée au numérique, c'est qu'on ait le sentiment d'un rapport fusionnel avec les jardins. Et là, c'est du bois, mais c'est du bois reconstitué, c'est-à-dire que ce bois, il a déjà eu une première vie. Bon, il se trouve que ce produit, je l'ai trouvé au Japon. Il n'y a que 2 constructeurs au monde qui est capable de faire ce bois, qui est 100% à partir de bois recyclé et 100% recyclable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune adjonction de pétrole, contrairement à des produits similaires qu'on trouve en Europe. Donc ça, c'est une première en France et en Europe, en fait, dans son application à cette échelle-là. Et c'est un matériau qui est une sorte de pâte de bois qui est coulée en fait sur des extrusions, en fait, des lames en aluminium finement micro-rayées, et l'adhérence de l'un et l'autre permet d'avoir des lames de bois qui ont des portées de 4 à 7 mètres,
ce qui ne pourrait pas se faire en fait avec des lappes de bois traditionnelles, et donc qui fait qu'on arrive à avoir un produit qui non seulement permet d'avoir des grandes portées, et qui assure une sorte de pérennité de l'ouvrage dans le temps. Donc c'est un bâtiment, comme je disais, qui a, on va dire, une simplicité de détail, mais qui, à chaque fois, permet d'avoir des perceptions extrêmement changeantes. Dans sa perception, la répétitivité, en fait, qui est liée à cette maîtrise de la lumière, en fait, peut être une base, en fait, d'un rapport à la matière peut-être un peu plus abstraite, mais qui pour autant, quand elle capte la lumière, en fait, il y a un travail sur la réflexion ou la matité, comme j'expliquais, ou même de nuit, il peut y avoir un travail un peu sur l'expression plastique qui est liée à cette complémentarité des échelles, à ces passages entre ces différentes strates qui créent en fait des espaces en fait qui sont un peu atypiques. Mais c'est pas parti d'une réflexion sur une sorte de prouesse spatiale esthétique, c'est plus lié à une démarche en fait qui est issue un peu de tous les paramètres que je vous ai exposés. Donc la question de la mobilité et du déplacement, donc c'est aussi un lieu qui est desservi par le RER, en fait 2 RER se croisent. Donc c'est aujourd'hui il y a le RER, il y a les voitures, demain il y a le tramway. Peut-être demain il y aura des drones qui viendront atterrir sur ces balcons, je ne sais pas. En tout cas, moi la question en fait que j'ai posée à travers ce bâtiment, c'est que ce bâtiment, il a inscrit dans son ADN en fait l'idée du déplacement, de la mobilité, comme je disais, comme vecteur de communication, comme vecteur de transformation et de transformabilité, et surtout c'est pas figer en fait le bâtiment, accepter éventuellement le changement ou son développement futur, comme une capacité en fait à être le marqueur d'une époque en fait dans ses usages, mais qui n'empêcherait pas en fait l'évolution en fait d'une autre époque s'installer sur cette grille d'espace disponible. J'en viens au troisième projet, donc le projet Porte d'Auteuil. Donc ça c'est un projet qui s'inscrit dans le 16e arrondissement, qui reste dans l'imaginaire collectif, hein. Le 16e, c'est une sorte de ghetto de la haute bourgeoisie, et qui cultive quand même l'entre-soi, hein. C'est quand même, on peut que constater qu'il y a que 2,5% de logements sociaux en fait sur ce site, enfin dans cet arrondissement. Et le projet que je vais vous présenter, il propose 200 logements sociaux et 200 logements en accession. Ça veut dire 50% de logements sociaux. C'est sans doute en fait la raison pour laquelle il y a eu, en fait, on a mis 10 ans à réaliser ce projet, puisque on a gagné le projet en 2008 et aujourd'hui il se réalise simplement en 2018. Donc l'autre particularité de ce projet, c'est qu'il n'y a pas un auteur mais 4 auteurs. Donc ces architectes sont Francis Soler, Rudy Ricciotti, Finn Geipel, et moi-même j'en suis donc le mandataire en fait du groupement. Donc tout l'enjeu en fait de ce projet a été d'accompagner en fait une particularité en fait du projet, qui était de s'inscrire dans le prolongement d'une coulée verte qu'on a voulu préserver, considérer en fait que la centralité routière en fait de la place d'Auteuil trouvait en fait une résonance avec une centralité piétonne, et qui permettait que par la façon de positionner les bâtiments librement, on considérait que le tissu haussmannien trouvait sa fin avec les bâtiments existants, et qu'ici on était plutôt dans un parc habité que le prolongement de bâtiments qui créerait un alignement et ferait une rupture avec ce parc existant. En fait, plutôt cette biodiversité liée au fait que la petite ceinture a été déferrée, et petit à petit il y a eu une sorte d'écosystème qui s'est installé.
Donc c'était une façon d'installer en fait les bâtiments d'une façon plus libre pour permettre que avec des proximités, des distances, c'est-à-dire que les bâtiments ils se rapprochent simplement aux angles et permettre en fait des plus grandes transparences, des plus grandes et ne jamais en fait ne portent pas ombre les uns sur les autres. Et c'est cette articulation-là qui a fait que on a disposé les bâtiments. Donc là, on voit la ceinture verte qui se continue jusqu'à la gare de la Porte d'Auteuil, avec ici le bâtiment de Francis Soler, le mien au centre, et celui de Fingeppel en extrémité. Là, il y a 2 bâtiments sur 4 qui sont terminés. Moi, je suis en train de terminer le mien et avec celui de Fingeppel qui donne sur la place d'Auteuil. On a travaillé avec Louis Bénèche, qui a lui installé une sorte de grille qui est minérale, qui vient tout d'un coup domestiquer ou on va dire donner une sorte d'ordonnancement à ce fouillis de végétation à l'approche des bâtiments. Cette trame en fait, elle est issue en fait du rabattement en fait de ma façade qui a donné cette grille minérale. Tout ça pour dire que, comme vous allez le voir, en fait, c'est 4 architectes qui sont choisis, plus un paysagiste, et il y a toujours en fait dans l'attitude de conception une volonté de rendre compatible, fusionnel, ou de faire des glissements entre bâtiments, paysages, choix constructifs, et que, contrairement, on va dire, à certaines opérations qui sont une accumulation de talents, mais qui font qu'on est dans une sorte, quelquefois, d'architecture un peu autiste les unes par rapport aux autres, là, il y a eu la volonté de faire une sorte de pièce urbaine cohérente. La contribution, en fait, des 4 architectes, en l'occurrence, a été de considérer que, alors qu'il y avait 200 logements sociaux, 200 logements en accession, on devait à aucun moment voir la différence entre par des critères architecturaux, des éléments de façade, la différence entre l'un et l'autre, entre une opération et une autre. C'est-à-dire qu'on ne devait pas repérer, tiens, ça c'est les logements sociaux, ça c'est les logements en accession. Alors comment on a réussi à faire ça? C'est simplement par une sorte de ce qu'on appelle une coopérative de composants qui était utilisée par chacun, notamment, comme on le voit, en fait, il y a 3 bâtiments qui ont le même système constructif, et ce qui fait qu'au moment du chantier, ça a une valeur, c'est-à-dire que ça permet d'aller quand même assez vite en fait, dans la construction. D'autre part, alors, je vous rassure, hein, c'est pas uniquement pour gagner du temps, c'est que ça correspond en fait à une réflexion sur la bonne épaisseur liée pour du logement, tout en ayant des logements traversants, et avoir, une possibilité d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, pour tous des espaces extérieurs. Après, pourquoi en fait cette matérialité était commune à tous? Parce qu'on a considéré qu'on pouvait, et là c'était aussi une première, c'est qu'on a mis des repliants en fait dans le logement. D'habitude les repliants c'est plutôt dans les cafés, vous avez au rez-de-chaussée, on met des éléments repliants, et là ça permettait que tous les balcons puissent être pleinement occupés, comme on va le voir dans les images plus tard, par le fait qu'une fois replié, on a l'impression que le balcon il fait partie de la pièce. Et ça a été mis en place aussi bien pour les logements sociaux que pour les logements en accession. Et l'autre élément, c'est qu'on a pris en fait des composantes en aluminium qui étaient soit perforées, soit oxydées, soit martelées, soit plissées, et chacun s'est approprié, on va dire, cette coopérative de composants pour arriver, avec une identité architecturale qui lui était propre, mais avec cette matérialité commune. On a ainsi là, des bâtiments qui peuvent paraître différents et en même temps qui sont pas si différents les uns que les autres, parce que d'un bâtiment à l'autre, il y a une matérialité, par exemple,
le matériau que j'ai utilisé sur ma façade, qui est un aluminium martelé, oxydé, se trouve dans le fond du bâtiment de Francis Soler, qui est lui-même revêtu d'une façade en verre. La façade de Rudy Ricciotti a une façade en fait avec des ventelles en aluminium et en verre qui permettent en fait de trouver un plissement et qui rentre en résonance avec celui de Francis Soler. Et là, mon matériau intérieur, qui est une sorte d'aluminium plissé, se retrouve sur le bâtiment de Fingaple. Donc en fait, c'est par ces consonances et dissonances, c'est-à-dire ces glissements de matière, on arrive à faire que de 4 bâtiments, et par la disposition de mon bâtiment central, est-ce que j'ai des images j'en reviendrai un peu dessus après. Donc là, on est dans la possibilité en fait de ce bâtiment, comme je l'expliquais, d'avoir en fait ces grands repliants qui mettent à contribution l'espace extérieur comme un prolongement de l'espace intérieur. Et qui, là encore, en fait, par rapport à la régulation thermique, on a mis 3 vêtures, c'est-à-dire on a la façade extérieure, des stores plissés et ajourés, la façade repliante, et qui fait qu'à chaque fois, selon la température, il y a une régulation possible des logements. Là, on voit le bâtiment de Fingaple avec ses volets coulissants, plissés et ajourés, qui permettent de réguler la lumière. Et voilà, je crois là on le voit dans une autre configuration. Là par exemple aussi, là c'est le bâtiment de Rudy Ricciotti. Donc on a ces mêmes stores plissés et ajourés qui sont pivotants, qui sont plus coulissants et qui donnent une configuration différente. Donc chacun a travaillé à sa main en fait ces mêmes composantes et retrouve en fait ce qu'on voulait partager, c'est-à-dire une qualité constructive. Là, on voit le bâtiment que j'ai dessiné avec des loggias en fait qui sont avec des panneaux soit coulissants, soit fixes, perforés, qui permettent toujours de réguler la perception de l'usage intérieur des balcons, enfin, ce qui sont en l'occurrence des loggias. Là, je manque encore de documents parce que les bâtiments ne sont pas tout à fait terminés. Mon bâtiment est un bâtiment très épais de 30 mètres par 23 mètres qui a en cœur une sorte de grand atrium qui fait 30 mètres de haut avec des parois réfléchissantes et qui fait qu'on a une sorte de creux qui est donc cette centralité piétonne parce que mon bâtiment se décolle alors que les 3 autres sont ancrés dans le sol et qui fait que c'est le point en fait de rotation des 4 bâtiments. Enfin, toujours est-il que l'objectif était de faire sentir qu'on est dans une sorte de... Alors qu'il y a 4 bâtiments, il y a cette volonté de créer une sorte de logique qui dépasse la seule écriture du bâtiment pour avoir une résonance au niveau du quartier et travailler un peu sur ces questions de la qualité constructive qui est à la fois comme une sorte de façon de préserver en fait cette capacité à durer, à apporter une qualité en fait de matière, de sensualité au bâtiment, tout en considérant la question de l'œuvre architecturale pas du tout arrêtée ou comment dire où la question en fait on dit toujours la création d'un logement c'est plus possible puisque on est toujours ligoté par ces normes, par des prix qui sont de plus en plus restreints. Ce qu'on a voulu faire à travers cette opération, c'était de démontrer que le fait de bien réassembler en fait les composantes d'une construction, ça permet quand même malgré tout toujours de continuer à innover. Et si j'ai montré en fait, on va dire trois projets en fait qui sont plutôt domestiques, hein, les bureaux, les logements, c'était aussi pour montrer que on veut dire aujourd'hui sur le territoire, tout ce qui est bureaux et logements, ça représente 80% de notre territoire. Et donc, on peut plus agir sur l'écologie en fait
d'une manière en fait déterminante, si on arrive à reprendre la main en fait sur la question de la création, sur ces éléments, le bureau, les logements, en fait tous ces équipements, tous ces éléments domestiques justement, qu'en faisant une philharmonie. Donc ces questions sur la façon de penser en fait ces éléments en fait à la fois dans ces dimensions passives et poétiques, je pense que c'est des questions qui ont toujours déjà été pensées, mais qui reviennent en fait d'une manière un peu lancinante. Là, je pense à un exemple Otto Steidl, qui en 1972 avait déjà utilisé des matériaux en fait d'industrie, une sorte de grande poutre en béton qui était avec des systèmes en fait de poteaux et à chaque fois des sortes de moisages en fait pour tenir la structure. C'était pour, à l'époque, avoir plutôt une écriture aléatoire et non figée de l'espace, mais qui déjà cherchait à décréter que l'esthétique, elle pouvait être issue d'une résolution en fait liée à une sorte de synthèse en fait sur la question de l'économie, sur la question de l'usage, de la façon de s'approprier des espaces extérieurs, et qui d'une manière, on va dire, donc ça c'est une opération en 72, là une opération en 97, c'est-à-dire à peu près 20 ans plus tard, celle de Francis Soler. Bon là j'ai très peu de documents, hein, mais il a travaillé sur la question et le premier à travailler sur cette possibilité de travailler sur une structure très simple et donc évolutive. Donc ça c'est donc 20 ans plus tard, et là 20 ans encore après, les Black Swans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette question en fait sur la question de l'évolutivité, du mouvement. Je pense que la question de surtout pas figer en fait une résolution sur la question de tous ces espaces domestiques, je pense que c'est certainement une question qui peut nous permettre à terme de contribuer, nous architectes, à reprendre la main quelquefois, alors même que la question de l'économie a tendance à vouloir légiférer un peu la question du développement des villes. Voilà, donc ce que ce soir je voulais partager avec vous. Merci. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Bonsoir. Merci pour cette conférence. J'avais quelques questions, j'ai pris quelques notes par rapport à votre travail et moi je me posais une question par rapport notamment sur les Black Swans. Pourquoi ne montrez-vous aucune photo des logements? Sur cette idée de la réversibilité, il y a cette idée que ça doit marcher dans tous les cas, et nous on se pose un peu la question de quelle lumière il y a dans ces logements, et moi j'aurais bien aimé voir des photos de l'intérieur des logements pour voir comment fonctionne le logement lui-même. Et justement, par exemple, dans le dernier projet que vous nous avez présenté, donc vous nous avez dit qu'il fait 33 mètres par 23 mètres. Je me posais la question si c'était des traversants ou non. Et donc, dans tous les cas, ça paraît assez épais. Donc je me demandais comment ça fonctionne. Voilà, merci. Oui, alors le dernier bâtiment de 33 mètres par 23 mètres, en fait, c'était un bâtiment rotule, et qui a à son centre, j'ai pas pu le présenter parce que là il est en train d'être fini, hein, il va y avoir des photos qui vont être faites. Il y a une sorte de grand atrium qui est le lieu de distribution en fait des escaliers, des ascenseurs. On verra un peu apparaître dedans, mais c'est une sorte de grand vide 8 par 8, donc ça diminue déjà l'épaisseur en fait du bâtiment, d'autant.
Avec 23 mètres, il faut enlever en fait 8 mètres, donc ça fait 15 mètres. Donc voilà, donc ça, vous avez une partie de la réponse, donc ça fait 7,50 m de part et d'autre. Donc c'est pas si épais que ça. Et là, ceux-là, ils sont à double orientation sur les côtés, mais ils sont pas traversants. C'est que les 3 autres bâtiments qui font 15 mètres d'épaisseur ou 14 mètres selon les bâtiments. Celui de Finn-Gapel est un peu plus épais que les 2 autres, permet d'avoir des traversants. Sur les photos des Black Swan, en fait, c'est simplement parce qu'on est en train de les livrer et en fait, c'est vrai que je suis en train de demander à ce que des photographes puissent rentrer dans les logements, qu'il n'y a pas encore de photos d'intérieur. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu une frustration que j'ai sur les Black Swan, mais je vais y remédier très vite. Mais en tout cas, je peux vous assurer que la question de la lumière, c'est quelque chose qui, en fait, parce que les Black Swan, eux, ils font 16,80 m avec les coursives 17 mètres et quelques. En fait, la trame récurrente ici, 66. J'aime bien les chiffres, c'est le chiffre du diable. Donc ça marchait aussi avec l'image du projet. Et en fait, il y a toujours en fait une relative. Enfin, l'épaisseur est jamais très profonde parce qu'il y a dans la partie centrale en fait qui n'est pas plusieurs orientations. La tour, vous le comprendrez, elle a toujours une double orientation parce que c'est une tour. Et dans le corps du bâtiment central, il y a des loggias qui viennent donner une plus grande profondeur et donc on n'est pas loin de l'espace extérieur. Et puis je considère, moi, qu'on considère trop souvent que le logement, au-delà de 5 mètres, 6 mètres, on est loin du jour, donc on n'est pas bien. Moi, j'ai un rapport peut-être... mes origines nordiques, j'en sais rien, mais je trouve que dans un logement, on doit parfois être près de la lumière et parfois être un peu plus loin de la lumière, parce qu'on a des activités diverses. Et donc, moi, selon, au sud, je suis à 7 mètres de profondeur et au nord, à 5,50 mètres de profondeur. Oui, donc je pense qu'il y a des habitudes, on vous dira toujours, on ne peut pas faire un logement plus profond que 6 mètres. Moi, je pense qu'il faut toujours interroger ces interdits. Voilà, pour les photos, je peux pas répondre autrement. Merci pour la présentation. Une petite question sur la flexibilité justement interne des logements. Vous avez parlé de possibilités peut-être de cloisonnement mobile, je ne sais pas où j'ai cru l'entendre. Et jusqu'où allez-vous dans la variété des typologies? Est-ce qu'on a une mixité verticale, logement, bureau, ou alors est-ce que les programmes sont affectés par plot, par cage Et alors, une dernière réflexion, ça me fait beaucoup penser au travail de Marcel Lotz dans les années 68, à la Grand-Mare à Rouen, quand il a créé le G, le groupement pour une architecture industrialisée, où il y avait cette espèce de rigueur aussi extrêmement raffinée du bâtiment, et avec cette idée qu'il avait déjà de flexibilité du logement. Absolument, ouais. Qui a été expérimenté, et finalement, au bout du compte, s'est perçu que c'était pas forcément complètement facile pour les habitants, parce qu'en fait ça posait quand même des questions de réseau, donc c'est une question assez lancinante en fait, qui s'est beaucoup posée dans les années 60 effectivement, ou même chez Dubuisson, ou ces gens comme qui travaillaient un peu je pense dans le même esprit de trame, de ne pas tomber dans l'anecdote effectivement d'une architecture un peu bavarde ou démonstratrice, enfin, ce dont vous parliez un peu au début. Effectivement, la question de alors, pour répondre, la question des porteurs, c'est-à-dire que moi je ne suis pas dans les cloisonnements mobiles. L'idée, c'est que les travaux ne sont pas onéreux quand on veut faire changer la typologie. C'est-à-dire quand on enlève un porteur ou on change une cloison on va dire dans un élément qui est non porteur, c'est pas du tout le même coût. Donc, par contre, ça n'empêche pas qu'il y aura des travaux à faire. Et la question des typologies, vous voyez, là, il y a beaucoup de 3 pièces en fait aux angles. Il y a beaucoup de vent dans les étages supérieurs, en fait, où des gens ont pris des demi-plateaux, voire un seul plateau. Donc il y a eu des regroupements, on va dire, de toutes sortes. Et au début, les promoteurs, moi j'avais dit, vous avez tort, ils avaient fait beaucoup de petits logements. Et en réalité, il y a eu beaucoup de regroupements de logements.
Mais ça a été possible parce que justement, comme je vous disais, le noyau est porteur. C'est pas si révolutionnaire que ça, hein, mais le tout c'est de le tenir jusqu'au bout. Et la façade est porteuse. Donc, et puis après, la question des gaines, le fait d'être au centre, c'est vrai que ça permet quand même forcément d'avoir une proximité de rapprochement qui est facilité, quoi. Mais effectivement, ce travail de ces illustres ancêtres, c'est quelque chose qui participe un peu d'un questionnement sur le fait que c'est quoi comment dire, le bien fondé d'avoir autant, comment dire, de considérer que parfois le logement est un objet de design au détriment de ce questionnement sur l'intégrité d'une problématique du logement qui est un confort total, quoi. C'est une sorte de mécanique. Ce que exprimait Lotz, c'était cette maîtrise. Alors après, c'est vrai que moi, ce que j'ai essayé de pallier, c'est pas avoir quelque chose en termes de gadget où la question de la réversibilité, c'est un outil magique, on peut faire tout dans tous les sens. C'est pas vrai, il y a des contraintes. Par contre, on a fait une étude avec ICAD sur la question du coût. C'est-à-dire qu'on a conçu un bâtiment pour connaître le coût de la réversibilité. C'est-à-dire être en dessous de 700 € du mètre carré pour la réversibilité. Donc certains disent que c'est déjà beaucoup. C'est certainement perfectible, mais on a conçu en fait pour savoir combien ça vaudrait de changer la destination. Et pour répondre à votre question, l'hybridation, moi je la considère verticale, c'est-à-dire par verticalité, c'est un programme. On ne superpose pas deux programmes. C'est lié en fait à la question de la rentabilité du rapport surface dégagée et surface en fait qui est utilisée par ces différentes contraintes en fait de gaines, au sens où à partir du moment où on superpose en fait des programmes, on a des réglementations d'évacuation différentes et on risque d'avoir une perte en fait d'efficacité. Donc ça c'est un peu il faut changer les réglementations. On est l'un des seuls pays en Europe à avoir cette contrainte de différenciation, de réglementation en termes de sécurité entre bureaux et logements. J'ai la question à propos de la flexibilité. Est-ce que vous avez des réflexions sur la flexibilité d'occupation des espaces en futur proche? Donc pendant la journée, pendant la semaine, pendant l'année? Alors ça c'est, on va dire, l'étape que j'essaye de... Où est-ce qu'il est, en fait, que j'essaye de développer à travers cette réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on avait un programme mixte, déjà qui, on va dire, a permis d'avoir des populations et des étudiants qui côtoient en fait des familles, qui côtoient en fait la résidence-service, donc des populations seniors. Déjà, il y a une mixité de population qui est avérée sur cette opération. Il y a aussi, en termes de services, il y a de la restauration qui s'est installée, il y a un oculiste, enfin des gens qui vendent des lunettes. Voilà, j'espère qu'il va y avoir d'autres services. Et moi, j'imaginerais bien que pour partie, il y ait peut-être des lieux de cinéma ou de formation et qui permettraient que le bâtiment, il ait des espaces partagés pour ceux qui y vivent et qui, selon en fait, les heures de la journée, en fait, effectivement, ça puisse servir à différents usages. Dans cette opération spécifique, il n'y a pas eu un travail en fait, avec ICAD, cette idée. Je pense que vous faites référence à la chronotopie, quoi, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un même espace selon des variabilités, une optimisation en fait, de ces usages. Là, proprement dit, ça n'a pas été un axe de développement, mais par ailleurs, sur d'autres projets, je développe, effectivement, parce que moi, je pense que c'est une nouvelle façon d'agencer et de permettre plus de densité. Moi, je considère que la densité est plutôt une vertu qu'un handicap. Et le fait, mais par contre on l'a fait sur les dunes. Par exemple, vous voyez les amphis qui font 250 places, il a différentes configurations. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des grilles qui permettaient en fait à tout moment de le changer en fait son usage en fait il y a une fosse en fait qui permet de faire des grandes tables, donc salle de réunion. C'est en duplex en fait à travers le monde. Il y avait d'autres dans le foyer. Alors est-ce qu'on voit le foyer?
Ouais, il y avait d'autres salles qui donnent à partir du foyer sur d'autres salles qui permettaient de faire un amphi de 500 places. Donc cette idée, en fait, que des espaces, maintenant, ils ne peuvent pas être statutaires, utilisés 2 ou 3 fois par an, et qu'au contraire, en fait, le fait de pouvoir tout le temps l'utiliser selon différentes configurations, il participe, on va dire, d'une esthétique plus décontractée, mais aussi d'une plus grande efficacité des espaces, et qui peut justifier, nous, architectes, plus de, on va dire, de liberté, c'est-à-dire que j'ai eu plus de facilité, sous couvert, en fait, de ces flexibilités, de faire de beaux jardins, de travailler le rapport intérieur-extérieur, et je dirais c'est autant d'occasions de faire de nouveaux espaces. Mais la chronotopie, pour moi, est une réflexion très intéressante dans la façon d'articuler les villes, oui, de demain. Yves Gross, architecte, maître d'ouvrage public principalement. J'avais une question sur la dernière opération. Comment se répartissent les logements sociaux par rapport aux autres logements? C'est-à-dire c'est aussi par entité verticale ou... Alors là, simplement, ça a été les deux bâtiments-là. Donc celui fait par Francis Soler et social, Rudy Ricciotti social aussi. Ça s'est positionné parce que alors là, vous me remontez comme le projet il a duré il y a 10 ans. C'est Paris Habitat qui a porté le projet en fait jusqu'au permis, qui a choisi en fait l'emplacement en fait des logements sociaux et ça allait bien aussi à Altera Cogedim, qui est donc le promoteur privé, puisque ça permettait d'avoir un adressage sur le port d'Auteuil. Et Paris Habitat a considéré que c'était quand même plutôt pas mal d'être face à la Villa Montmorency, être dans le prolongement de la biodiversité. En fait, chacun avait... mais c'est par bâtiment. C'est par immeuble, d'accord. Ouais, par immeuble. Ouais. Merci. Alors, oui, la flexibilité a été un thème au sens plus sur l'opération privée que sur l'opération sociale, en fait, puisque on sait les bailleurs sociaux, en fait, ils préfèrent en fait avoir des quantités extrêmement précises en fait de T3, de T2, parce que en fait il y a le rapport à la surface et à le prix de location qui est extrêmement maîtrisé et qui est plus lié, on va dire. Alors là, c'est un maître d'ouvrage, j'espère qu'il ne m'entendra pas dire une bêtise, mais qui, je pense, qui est plus lourd dans la gestion administrative et qui fait que c'est un peu un frein à cette flexibilité. Mais il n'empêche que, en fait, il y avait potentiellement la possibilité de les regrouper, mais comme on le voit, c'est plutôt du coup la transparence, non, comment ça s'appelle, le fait d'avoir deux orientations, traversant, pardon, ouais, le caractère traversant des logements qui du coup ont été privilégiés pour proposer en fait du coup une régulation thermique passive, c'est-à-dire avoir des courants d'air, et qui fait que les gens n'avaient pas besoin de mettre des climatiseurs en été quand il faisait trop chaud, et sinon une certaine épaisseur pour diminuer les notes de chauffage. Voilà. C'est un peu... Mais il y avait moins de flexibilité quand même. Cette flexibilité, elle a un coût de toute façon. Et pour le logement social, c'était pas facile à l'intégrer dans les ratios qui sont donnés pour ce type de logement. C'est vrai. Non. Ça contribue aussi au fait peut-être qu'il y a moins de flexibilité sur ces îles. Oui, c'est vrai, comme je disais, de toute façon, la flexibilité. Mais par contre, au stade de l'attribution, pour l'accession, à partir du moment où, parce que comme on le sait, les logements en accession sont vendus avant la construction, on va dire au moins pour 80%. Donc, on va dire là, il n'y a pas de coût au moment de la construction. Je veux dire, si dans 10 ans, quelqu'un veut revendre, etc., il veut soit vendre pour partie, il peut cloisonner ou dissocier. Mais c'est vrai que pour le logement social, ça a un coût, et donc, voilà. Effectivement, à chaque bâtiment, on ne peut pas mettre l'accent sur tous les paramètres. Je peux mettre en évidence les caractéristiques qui sautent aux yeux en voyant les trois opérations. Ce que tu dis d'une certaine manière, c'est que c'est pas le programme qui va surdéterminer l'expression du bâtiment, parce que quand on voit les
les 3 architectures, on a l'impression qu'elles peuvent être autant du logement ou du bureau chacune. Donc ça, c'est ce qui saute aux yeux en ayant ces 3 exemples. Et moi, j'aimerais revenir sur des éléments qui nous avaient semblé assez intéressants dans le choix qui a été fait pour les Black Swan. C'était l'idée de la fabrication d'un morceau de ville sur lequel que tu as évoqué, mais on est très vite revenu sur l'indétermination du bâtiment. Ouais. Et l'indétermination du bâtiment, pour moi, elle a surtout rendu un grand service au moment de la mise au point et des évolutions du programme. On sait bien que c'est dans cette flexibilité que c'est là que se sont jouées beaucoup de choses, de facilité à trouver des investisseurs qui n'étaient pas forcément là au début, et finalement de fabriquer ce qu'on attend d'une opération, c'est de l'agilité au moment où on la met au point, quand on sait qu'on n'a pas toujours les investisseurs. Et en fait, c'est presque des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments, c'est presque des morceaux de rue qui ont été fabriqués, qu'on ne voit pas forcément, parce que derrière les façades, il y a un hôtel. On sait qu'un hôtel, c'est probablement une des architectures les plus ennuyeuses si on la trame par rapport au champ, mais ça, ce serait quelque chose également qu'on pourrait remettre en évidence par rapport à, en tout cas, à la situation des Black Swan, que je trouve très proche de la situation de la Porte d'Auteuil, dans la capacité à générer des espaces publics riches, et plus riches que nous pourraient donner à voir les 3 tours qui ne sont en apparence pareilles, mais pas du tout pareilles, ni dans le fonctionnement, ni dans la volumétrie. Oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est vrai que la question, du coup, le fait, c'est vrai, tu as raison, un hôtel, c'est pas toujours... et ça allait bien dans le concept de OCO, d'avoir justement cette relative indétermination qui participe d'ailleurs de leur concept, de dire qu'un hôtel, c'est plus formaté comme ça en termes de goût, d'attente, et que, on va dire, régulièrement, même la déco intérieure va être faite pour toujours être up-to-date, quoi. Donc cette question d'évolutivité, de pas trop être marqué, est un élément en fait compatible, quoi. J'avais juste une petite question par rapport à la flexibilité à nouveau. Vous avez dit qu'il y avait 50% qui étaient en accession. Est-ce qu'ensuite il y a un accompagnement de ces personnes qui ont acheté ces logements pour, par exemple, si un jour ils veulent le revendre, qu'ils puissent avancer cet argument-là, ou est-ce que ça risque pas d'être oublié ? Oui, alors là vous posez une question non, mais très, très intéressante. C'est, ce sur quoi en plus ICAD a travaillé, c'est la question de la pérennisation, de la transformation, c'est ça ? Et ça, on va dire, ça doit être accompagné d'un point de vue même législatif, administratif, par ce qu'on appelle des doubles permis, bureau-logement, par en fait, des calculs assez savants qui sont en train d'être calculés sur le fait que les promoteurs qui vont dans ce sens-là ne soient pas pénalisés pour des questions de taxes, changement d'usage, etc. Donc forcément, en fait, effectivement, la question de la réversibilité doit être accompagnée parce qu'on considérera que c'est d'intérêt en fait collectif que d'accompagner la mutabilité des villes. C'est pour ça que, on va dire, je prends un peu mon bâton de pèlerin pour attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train d'aminer notre territoire en fait, en faisant des bureaux qui sont très rapidement taxés d'obsolescence et des logements qui sont trop vite figés parce que, on va dire, marqués par un problème de constructibilité lié à des économies quelquefois qui ne permet pas aux architectes assez de possibilités d'innovation. Donc il y a réellement dans la responsabilité des décideurs des villes, je veux dire, vous avez raison de le pointer, c'est-à-dire comment concrètement chaque habitant va pouvoir valoriser cette flexibilité dans la durée. C'est en train de se faire, mais c'est pas encore acquis. Oui, quand c'est du privé. De citer la non-convergence de ce qu'on peut faire grâce à l'architecture et de ce que la loi n'empêche de faire. À Strasbourg, si on veut transformer un logement en bureau, il faut le compenser par un autre logement ailleurs. Donc en fait, c'est aussi une manière de préserver l'espace de vie et de réserver plutôt les logements aux familles et pas d'éviter la transformation de beaucoup de logements, notamment dans la Neustadt, en bureau. Donc on voit qu'il y a des conflits. Non, mais après, qu'il y ait une régulation publique, moi je pense que c'est hyper sain, d'ailleurs cette opération a bénéficié de cette régulation publique, mais je pense qu'en général, ça va plutôt dans le sens du bureau qui peut devenir du logement.
Donc dans ce cas-là, ça va, parce qu'on sait très bien qu'on a toujours besoin de logements en France, mais qu'il y ait cet accompagnement, je pense que c'est ça qui va générer de la valeur, donc générer de la qualité urbaine, quoi. Mais ça, c'est work in progress. Et à l'ORIE, c'est l'organisme, c'est l'observatoire en fait d'urbanisme qui est tenu chaque année par des promoteurs privés. Il y a une démonstration d'Hervé Manet, donc un grand directeur immobilier d'ICAD, qui a fait des simulations en fait pour voir en fait quelle régulation financière des taux, des taxes, qui sont un système assez compliqué, on pourrait trouver en fait une validité sur la question de la réversibilité pour inciter des privés à se lancer là-dedans de façon plus volontaire. ICAD étant, pour ceux qui ne le savent pas, en fait une émanation de la Caisse des dépôts. Donc il y a, comment dire, dans son ADN, une culture à la fois publique et privée. Ce qui lui permet de faire de la prospective on va dire, plus naturellement qu'un autre promoteur privé.